Aujourd'hui, on rencontre Jonathan Reynolds, un auteur né en 1980, qui se spécialise depuis ses débuts dans l'horreur. C'est un homme orchestre qui a touché un peu à tout. Il a été auteur, bien sûr, il a écrit de la nouvelle, du roman, il a écrit pour la jeunesse. Il a été éditeur, il a été fan éditeur du fanzine Nocturne, éditeur aux éditions Les Six Brumes. Présentement, il travaille pour les revues Alibi et Solaris, mais il a aussi été représentant dans les salons du livre, il a aussi été libraire, donc quelqu'un qui a vraiment été imprégné dans le milieu du livre. Aujourd'hui, Jonathan, on aimerait ça que tu nous parles de ce qui t'intéresse dans l'horreur. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans l'horreur, c'est très très simple. C'est souvent au niveau de l'ambiance. C'est souvent au niveau que ça va toucher à des trucs aussi qu'on veut pas vraiment entendre parler, mais que c'est ça qu'on raffole au bout du compte. Tu sais, il va y avoir une espèce d'ambiance mystérieuse. Il va y avoir quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose de caché, de secret. Puis si tu creuses un petit peu, c'est plus juste l'ambiance. Ça va être justement au niveau « oh shit, t'es allé trop loin ». Alors, c'est un petit peu ça moi que j'aime dans l'horreur, je pense. Tu sais, il y en a que ça va être pas « ah ouais, j'ai été traumatisé », puis « ah ouais », mais moi c'est pas tant que ça. J'ai toujours des impressions de déjà vu, d'inquiétante étrangeté. Oui, je dirais que c'est à peu près ça que j'aime. Et quel a été ton premier rapport avec ce genre-là, que ce soit au cinéma, en littérature? Moi, c'était au niveau de l'ouïe, okay, de mes oreilles. C'est drôle à dire, mais quand j'avais 5-6 ans, mes grands frères étaient vraiment plus grands que moi. Eux étaient rendus ados et même jeunes adultes. Et eux adoraient les films d'horreur. Moi, j'avais pas le droit d'en regarder, bien entendu. Quand on dit écouter un film, mais c'est ce que je pouvais faire en fait. Je collais à leur porte. Puis bon, je faisais semblant de dormir quand mes parents passaient et tout ça, mais tu sais, je collais mon oreille, là, puis c'était comme, mon Dieu, c'est quoi ces cris de mort-là, puis ces grognements-là que j'entends? C'était juste des films d'horreur. Mais pour un petit gars, je pense que je devais avoir 6 ans, 5-6 ans, mais mettons 6 ans, c'était quoi ça? Puis c'est là que mon imagination a commencé à rouler. Puis j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait de l'autre bord, voir ce que moi j'entendais, puis que eux voyaient, qu'il y avait l'air assez terrible que ça. Donc, c'était mon premier rapport avec l'horreur, c'était ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir en écrire à ton tour? Ben, si je continue ce truc-là avec mes grands frères, c'était pour essayer de les impressionner à mon tour, d'essayer de concurrencer avec ces films-là. Donc, un peu plus vieux, peut-être 7-8 ans, je faisais une phrase ou deux pour dire des petites histoires avec des monstres dedans. C'était pourri, on s'entend, mais mes frères ont joué le jeu. Ils ont dit « Waouh, c'est super, hein, c'est meilleur que Stephen King, continue à écrire. » J'ai juste continué, c'est aussi simple que ça. Jonathan Reynolds, question pour toi, plus pratiquement d'ordre philosophique. Pour toi, l'horreur, est-ce que c'est un genre littéraire en soi ou c'est un traitement? Parce qu'il y a un peu deux écoles là-dessus. En fait, c'est une bonne question. Je dirais que, au point de vue commercial, marketing, c'est un genre en soi. Okay? Parce que j'adore, disons, quand il y a des collections qui s'affichent, ou des maisons d'édition, par exemple, la Maison des Visseurs, qui s'affiche clairement, nous, on fait de l'horreur. Et ça, c'est au point de vue marketing. C'est au point de vue, c'est pour les fans d'horreur, c'est ce qu'on veut atteindre. Sauf que je pense aussi que c'est le traitement en soi. Parce que bien sûr que de la science-fiction, il peut y avoir une scène d'horreur dedans. Bien sûr que dans la moitié des genres, pas des genres, mais des romans policiers qui se publient, il doit y avoir du gore. Écoutez, sûrement. Okay? C'est juste que dans les années 80, à place d'être classé thriller policier, ça aurait peut-être été classé dans la collection Pocket Terreur ou J'ai lu horreur. Mais je dirais que c'est un peu des deux. C'est fou, hein? J'ai pas de réponse claire à donner. Parce que j'aime que ce soit un peu les deux aussi, tu sais. J'adore justement que, bon, je disais, j'ai lu horreur, bon, la collection horreur, mais justement, c'était point de vue marketing. Maintenant, ces mêmes livres-là peuvent être édités dans le trailer policier comme par hasard. Mm-hmm. Du Peter James ou du Dean Koontz ou dans le temps, la même chose qu'il fait là aurait été dans J'ai lu horreur. En tout cas, bref, je dirais un peu des deux. OK. Qu'est-ce qui t'a... ça a été quoi ton premier contact avec le milieu? Bon, le milieu pas nécessairement juste de l'horreur, mais de la science-fiction, du fantastique. Est-ce que c'était les fanzines, les congrès? Comment ça s'est passé? En fait, je dois dire que ça a été Joël Champetier. Parce que, oui, je savais que Patrick Sénécal existait. J'avais lu
Sur le seuil, faut pas que je me trompe dans le temps, ma mémoire me fait défaut, mais j'avais lu Sur le seuil et Le Passager. Mais tu sais, je l'avais pas rencontré encore, quoi que ce soit. Le premier que j'ai vraiment rencontré, c'était Joël Champetier. À l'UQAM. Okay. Ah, ben c'est ça, à l'UQAM. Mon Dieu, je venais de commencer un certificat en création littéraire là-bas. Puis lui, il donnait une petite conférence d'une demi-heure sur l'heure du midi, pas rapport avec mes cours. C'était juste que j'avais vu une petite affichette où je me suis trouvé un petit. Justement, je pense que c'est une feuille, là, voyons, plaquée contre Au babillard. au babillard, merci. Je cherche mes mots. Et ça disait juste science-fiction fantastique, venez rencontrer Joël Champetier, auteur. Je me dis, mon Dieu, je vais aller voir ça, c'est quoi? Puis j'avais tellement trouvé ça sympathique. Ben, il était très sympathique, Joël. Mais en plus, ce qu'il disait, justement, il me parlait du Congrès boréal. Il me parlait de tous les autres auteurs qui existaient. Puis j'étais comme, wow! Fait que c'était vraiment ma porte d'entrée. Je suis allé emprunter toutes sortes de livres après pour découvrir ces auteurs-là. Bon, dont Joël, mais tu sais, Yves Ménard et compagnie, j'avais jamais entendu parler d'Elisabeth von Arbour avant, Esther Rochon et compagnie. C'est tout lui qui m'a, en une demi-heure, ouvert la porte à ça. Donc, oui, merci Joël. Ben, je sais que tu as publié aussi beaucoup dans les fanzines. Quel rôle ça a joué dans ton développement d'écrivain? Ben, beaucoup. Parce que pour certains, les fanzines, c'est justement juste, bon, ils te font pas retravailler, blablabla. Mais c'est pas vrai. Ça dépend, bon, ça dépend lesquels. Mais tu sais, disons, au début, son prêt à Brin l'éternité à la base, ok? C'était un fanzine. Et Mathieu Fortin, moi, je trouvais qu'il faisait de l'excellent job de me faire travailler les textes en direction littéraire et tout ça. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, parce que les gens pensent Brin l'éternité de nos jours en termes de revue, en termes de professionnel, nanana. Mais tu sais, à la base, c'était un fanzine et pourtant, j'ai appris beaucoup là-dedans. Donc, oui, parce que j'avais publié, mon Dieu, dans le numéro 2, qui était un de mes premiers textes. Avant ça, j'avais quelques petits trucs, là, tu sais, des micro-fanzines de Montréal qui n'existent même plus, puis aucun rapport avec le milieu. Des Trinité gothique, des trucs comme ça. Mais tu sais, disons, la fanzine qui a rapport avec le milieu science-fiction fantastique québécois, ben, c'est Brin l'éternité, le deuxième en 2004. Bon, je l'ai eu. Je cherchais la date en même temps que je parlais. Là. Mais puis déjà, ça a été un méchant coup de pied au cul, comme on dit, pour OK, il y a un texte, ça sort de travers. Et c'est ça. Ben, c'est ça, puis bon, depuis, tu as publié autour d'une cinquantaine de nouvelles, mais il y a quand même eu au moins une vingtaine là-dessus qui ont été dans différents fanzines, différents... Oui, oui, effectivement. Là, tout ce qui est clair-obscur, Brin l'éternité... Il y a même eu un numéro spécial d'Henrifique. Oui, c'est vrai. c'est vrai, un numéro spécial. Ça, c'est drôle parce que c'est que il s'intéressait à ce que je faisais parce que je faisais André Lejeune. Je l'appelais André Sauvé au rapport. Et là, il avait lu justement Nocturne, mon roman. Puis j'avais publié une ou deux reprises dans Horrifique. Puis il m'avait dit, hey, pourquoi que, tu sais, mon numéro 66, là, je verrais mon spécial Jonathan Reynolds. Ah, ben pourquoi pas? Ben oui, go, tu sais. Fait que j'avais comme pondu une couple de textes là, pour ça. Donc, faire une petite exclusivité. Là, je trouvais ça sympathique. Puis il me dit, ah ben, si tu veux, si tu connais l'illustrateur et tout ça. Puis, fait que ça, oh, je connaissais quelqu'un que j'avais travaillé avec. Aucun rapport, je l'avais travaillé avec dans un entrepôt. Puis je savais qu'il faisait de la BD, de la peinture et tout ça. Fait que j'avais dit, hey, ça te tente-tu d'illustrer là-dedans? Fait que, en tout cas, bref, ça avait donné moi je trouvais un super beau numéro, là, avec une BD et tout. Donc il y a juste un exemplaire que les pages de la BD sont en ordre, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y avait eu ça aussi. Nous sommes dans la bibliothèque de Jonathan Reynolds, du moins dans la mini-bibliothèque de Jonathan Reynolds. Pourquoi il n'y a pas plus de livres que ça? Moi, je vais être franc avec toi, avec vous, chers téléspectateurs, c'est que je regarde pas ce que j'aime pas. Je suis pas un collectionneur invétéré, comme on dit. Donc, je fais circuler beaucoup. Ça veut pas dire que si, disons, vous passez à la maison, puis oh, comment ça, t'as pas mon livre, tu me l'avais pourtant acheté. Non, mais ça se peut que je l'ai prêté à quelqu'un, mais je fais beaucoup circuler les livres. Je trouve que c'est une bonne façon de faire connaître les auteurs, ben, surtout québécois. Parce que les auteurs québécois, c'est les seuls que j'achète neufs. Ben, ça veut dire pas les auteurs, les livres. Et j'achète beaucoup dans l'usager pour ce qui est de l'américain. Et j'ai rien contre eux, mais bon, quand c'est des best-sellers, hein, ils n'ont pas besoin de moi. Est-ce qu'il y a des auteurs ou des livres qui ont été marquants pour toi? Oui, je dirais, disons, Lovecraft.
C'est sûr Stephen King, surtout là, sur ses premiers, là, les années 70-80. Au niveau québécois, je parlais de Joël Champetier tout à l'heure dans une anecdote, mais je dirais aussi les premiers Patrick Sénécal. Si je vais en ordre là, dans ma vie, Frédéric Durand, mon Dieu, récemment, Dan Simons avec, un été, excusez. Hey, Nuit d'été? Nuit d'été, bang! Et voilà, oui, nuit d'été. Ah ben tiens, on a une caméra, je pourrais mourir. Avec Nuit d'été, donc il y a quelques années, c'est un ami, Pierre H. Charon, qui m'avait recommandé ce livre-là et j'ai vraiment trippé. Et je me suis rendu compte, tiens, il y a d'autres livres, à part ça, It, de Stephen King, que ça ça m'enseigne une gang de petits gars, puis tu sais, qu'il faut qu'ils vaincent quelque chose de surnaturel. Il y a toute l'espèce de nostalgie, là, petit village, là, La perte de l'innocence. Oui, perte de l'innocence et tout ça. Donc, en parlant de ça, il y a Le Mystère du Lac, que j'avais beaucoup aimé aussi. Ça, c'est plus récent que j'ai lu ça. Donc, encore une fois, gang de petits gars, village, une espèce de premier amour et tout ça. J'ai adoré ce livre-là aussi. Donc, moi, là, quelqu'un qui écrit ce genre-là, j'adore ça et j'en cherche. Ouais. Tout ce qui est là, gang de petits gars versus horreur, perte de l'innocence, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ben, on parle de livres, mais tu es aussi un grand amateur de films. Et avant que tu nous dises des films cultes ou des réalisateurs cultes, parle-nous de ton fétichisme de la cassette VHS. Ah oui! Hey, ça, va falloir que je vous en montre tout à l'heure. Oui, alors ça, j'adore les cassettes VHS. Oui, j'ai quelques Blu-ray, oui, j'ai des DVD, là, je suis pas fermé. Mais ce que j'aime avec le VHS, surtout pour les films d'horreur, si j'enlève la nostalgie que j'ai grandi là-dedans, les cassettes, les clubs vidéo, si j'enlève juste ça, j'adore le fait que l'image soit pas parfaite. Tu sais, qu'il y a une espèce de côté granuleux. Il y a un côté que ça peut casser à tout moment. C'est peut-être la dernière fois que tu vas la regarder, ce film-là. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu pognes sur Internet, je me suis downloadé ça. Hein? Non, c'est la cassette. Tu l'insères là-dedans, ça se peut que le ruban se fasse bouffer. Fait que ça crée une rareté. C'est ce que j'aime des cassettes VHS. Donc, les réalisateurs ou les films qui t'ont marqué? Oui! Alors moi, j'adore John Carpenter pour tout ce qu'il a fait, ou à peu près, parce qu'il est très varié comme réalisateur. Autant il a fait de l'horreur, avec Halloween, Christine, Dans l'Angle de la folie, The Thing, c'est l'effroyable chose, mais autant qu'il a fait des trucs d'action, autant... Tu sais, là, c'est comme, dans ma tête, c'est comme le roi un peu du série B, ou du pas du grindhouse, mais ouais, du bon série B, bien fait, là, bien, qui s'assume. J'adore, c'est-à-dire il est mort, mais j'aimais beaucoup Wes Craven. Lui, par contre, il était plus inégal, selon moi. Bon, le premier Freddy, Nightmare on Elm Street, c'est mon film d'horreur préféré. Mais tu sais, il a fait des trucs qui ont vraiment marqué aussi différentes générations. La dernière maison sur la gauche, c'est assez traumatisant comme film. Ou, pas le remake, l'original, moi je l'aime beaucoup. Tu sais, il allait chercher un côté critique de société, critique des générations passées versus là, les jeunes qui sont pris avec la merde qu'on est dedans finalement. Il fait des trucs moins bons un peu, mais c'est pas grave, je lui pardonne. Dans les plus récents, j'aime beaucoup Lucky McKee. Il a fait le film May, M-A-Y, c'est le nom d'une personnage, une fille. Lui, il va beaucoup dans le drame, il va beaucoup dans l'intériorité des personnages. Ça sera pas de l'horreur nécessairement très, très graphique ou très « Ah mon Dieu, j'ai fait le saut ». Non, c'est pas ça. Lui, c'est vraiment au niveau de ce qui est dérangeant, mais naturellement. C'est vraiment là... On a l'impression d'être amis avec les personnages, puis ça fait mal quand on se rend compte qu'ils sont tordus, les personnages. Lucky McKee, j'aime aussi beaucoup, je sais pas comment prononcer son nom, ok, mais je pense que c'est Ty West. Lui, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Moi, je l'aime. Avec House of the Devil, avec... il y a pas d'autres titres qui me viennent en tête, mais bref, il veut rendre beaucoup hommage aux années 80, lui. Ça paraît dans la lenteur, mais le côté très kitsch aussi de ses films. Bon, c'est pas des films qui passent au cinéma, mais tu sais, vous pouvez les avoir probablement sur Internet, mais moi, j'ai commande, j'ai les ai sur DVD et tout. Mais tu sais, j'adore le côté justement plus lent, plus l'ambiance, plus... Non, ils sont pas nécessairement épeurants, mais c'est pas ça le but. Je veux juste me plonger dans cette ambiance-là, ce que je retrouve
plus au cinéma de nos jours. On dirait que de nos jours, c'est comme ah, j'ai fait le saut. Ben oui, mais c'est juste la musique. De talent! Ouais, mais c'est peut-être pas ça que je recherche. Je recherche peut-être plus quelque chose de subtil. Tu sais, quelque chose de plus travaillé, je dirais. Mais bon, c'est une question de goût. Hein. Fait que je dirais avec eux pour les réalisateurs, il y en a vraiment beaucoup que j'ai aimé, là. Mais c'est ceux qui me viennent en tête présentement là, pour l'horreur. Sinon, quand tu as besoin de ta dose d'horreur, est-ce qu'il y a d'autres médias? Est-ce que tu es un lecteur de bande dessinée? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui viennent nourrir cette passion-là? Oui, ben, je dirais en musique, je suis un grand amateur de métal, donc tous les sous-genres, là, je ferais pas un cours 101 là, mais tu sais, tout ce qui est, mettons, oui, du heavy, comme typiquement années 80, mais également tout ce qui est le black metal norvégien, tout ce qui est le death metal, tout ce qui est le doom. Tu sais, c'est soit que ça va être pour, c'est tellement varié comme n'importe quoi. Quelqu'un qui aime le jazz, ben, du jazz, c'est pas juste genre ce qu'on pense qu'est le jazz. Il peut avoir des trucs plus terribles, plus atmosphériques, mais c'est la même chose dans le métal. Il y a autant des trucs que ça va être pour l'ambiance, une espèce d'ambiance automnale. Parfois, c'est une espèce d'agressivité que j'ai besoin de canaliser. Tu sais, à la place d'aller bûcher du bois, ce que je fais pas, ben, j'écoute ça. J'écoute un truc qui va être agressif. Ça veut pas dire que je vais être fâché. C'est juste que j'ai besoin de canaliser ça. Les BD, j'admets que j'aimerais en lire plus. Par contre, il y en a une qui m'a beaucoup marqué. Je vais vous la montrer. C'est. Attends un peu, là, c'est parce que moi j'ai le coffret. Bon, je vais vous montrer le coffret. C'est Comptine d'Halloween. Ça fait un bout de temps que c'est sorti, ça. Donc, c'est 3 BD. Je dirais une trilogie, un triptyque, je sais pas comment on dit ça pour des BD. Donc, bref, 3 tomes. Et c'est beaucoup l'ambiance que j'ai aimé, beaucoup les clins d'œil, justement, au cinéma d'horreur. L'histoire peut sembler très classique. Tu sais, quelqu'un qui voudrait quelque chose purement original et ouais, ça réinvente, c'est pas ça. Mais quelqu'un qui veut une bonne BD, tu lis ça là, à la lampe de poche, moi c'est ce que j'ai fait à 2 reprises. C'est vraiment bon, l'ambiance et tout. On a l'impression justement d'être d'un slasher, années 80. Tu sais, on entend la musique, là, on entend puis on sent l'ambiance des feuilles mortes. On sent premièrement l'odeur des feuilles mortes, mais tu sais, on sent le quand tu marches. Vraiment, là, moi j'ai adoré ça. Je vous le recommande si vous ne connaissez pas déjà. Comptine d'Halloween. C'était publié chez, j'ai un blanc mémoire, Delcourt. Hein? Oui, chez Delcourt. Donc, c'est français. Ce n'est pas une traduction. Donc, c'est ça. Comptine d'Halloween. J'avais adoré ça. Donc, nous sommes maintenant dans l'antre de Jonathan Reynolds, son bureau de travail, là où il met sur papier ou à l'écran, il va nous l'expliquer plus tard, toutes les horreurs qu'il a dans la tête. Donc, Jonathan, pour commencer, peux-tu nous parler un peu de ta méthode de travail? Est-ce qu'il y a des moments? Est-ce qu'il y a des supports particuliers? Est-ce qu'il y a des façons de travailler? Ça dépend beaucoup de mon emploi où je travaille, donc de mon emploi du temps. De ce temps-ci, j'écris plus de soir. Mais de soir, imaginez pas, le genre minuit, 1h. Non, je suis un mononcle, donc je me couche relativement tôt. Mais j'écris plus de soir. Alors qu'avant, vous m'auriez posé cette question-là, il y a 1 an ou 2, j'écrivais beaucoup le matin. Je prenais quelques heures pour justement plonger là-dedans, dire ok, là je ferai dispo, go, j'y vais. Et le soir, j'étais carrément incapable. Ça dépend beaucoup. J'ai jamais écrit de nuit, je suis pas capable. J'ai jamais passé une nuit blanche, ou en tout cas, je me rappelle pas de l'avoir déjà fait. Je pense que physiquement, je serais pas capable de tenir la route. Bon, les gens me disent, ben là, prends du café. Non, mais je veux dire, de façon naturelle, là, tenir la route, je pense que je m'endormirais à un moment donné. Je serais vraiment de mauvaise humeur et tout. Donc, il faut que j'écrive quand ça me tente. Et là, de ce temps-ci, c'est vraiment plus de soir. Après souper, je dirais. Ouais. Est-ce que tu écris surtout à l'ordinateur ou tu fais des premiers jets à la main, un mélange des deux? Depuis plusieurs années, c'est juste à l'ordinateur, c'est plus pratique. Je prends des notes à la main, bien entendu, j'ai des calepins, tout ça, mais je veux dire, les premiers jets, l'écriture en tant que telle, là, qui sont pas juste des notes, c'est beaucoup à l'ordinateur. Mais si je prends, disons, mon livre Silencieuse, qui était 8 histoires, qu'il fallait que je ponde quand même relativement rapidement. C'était pas un recueil genre de trucs parus avant dans des fanzines ou des revues. C'était vraiment, il fallait que ce soit des inédits, donc 8. J'avais peut-être 8 mois pour le faire, donc
un mois par nouvelle. Sur ordinateur, ça aurait rushé trop. C'est bizarre à dire, hein, je sais pas pourquoi, mais on dirait que je me retrouvais devant l'écran et go, go, go. Non, non. Fait que je me déstabilisais. J'allais par exemple m'asseoir, je sais pas moi, dans ce temps-là, j'habitais à Sherbrooke. Bon, j'allais m'asseoir au musée des Beaux-Arts, et j'écrivais à la main là. Okay? Premier jet. J'allais m'asseoir dans tel restaurant que j'avais jamais été de ma vie et j'écrivais là à la main. Je m'assoyais dehors alors qu'il pleuvait. Je me mettais un parapluie puis j'écrivais là dehors alors qu'il pleuvait. Tu sais, des trucs que il fallait que je me déstabilise, c'est-à-dire avoir vraiment cet effet-là de fantastique, de réalité qui bascule. J'avais besoin de ça dans mon quotidien. Juste à l'ordinateur, j'aurais pas pu pondre aussi vite que ça. C'est un genre d'histoire-là. Je suis quelqu'un quand même d'assez lent. Bon, lent par rapport à quoi, à qui? C'est relatif, on peut dire ça. Mais je suis pas quelqu'un qui va comme pondre là, 5000 mots dans une soirée, ouais! Non, non, je suis pas comme ça. Donc, j'ai besoin de rusher dessus, il faut que je me déstabilise. Donc, dans ces cas-là, je vais y aller à la main, je vais écrire. Mais ça fait des années, comme je vous dis, que j'ai pas eu besoin d'écrire à la main avant. Donc, c'est pas mal à l'ordinateur. Et en termes d'ambiance, est-ce qu'il y a de la musique quand t'écris? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Éclairage à la bougie, messe noire? Ah, il me faut tel genre de maquillage, là. Non, en fait, souvent c'est dans le silence, mais depuis un bout de temps, j'écris avec, je vais vous montrer ça, c'est de la musique purement ambiante, là, il n'y a pas, voyons, excusez-moi, il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de voix ou rien. Ça s'appelle Disquiet Army, c'est quelqu'un de Montréal qui est un guitariste et c'est juste lui. Dans le sens, ben comment il fait, c'est juste la guitare. Non, non, c'est avec les différentes pédales qu'il y a, il crée une espèce de, je cherche le mot en français, mais un riff, mettons, tu sais, vraiment ce qui n'est pas un air, c'est juste. Puis ça, grâce à telle pédale, ça va juste le répéter. Lui, il fait d'autres choses pendant ce temps-là, mais le riff initial continue. Et ça crée une espèce d'ambiance vraiment inquiétante, mais onirique ou. Mais pas onirique, genre, ça plane. Non, non, c'est quelque chose que, comme un rêve éveillé, mais je dirais pas malsain, mais étrange, puis que t'es pas si bien que ça dedans. Donc, c'est ça, j'ai écrit beaucoup avec ça. J'avais découvert ça dans un, pas exposé, mais en tout cas un truc de sous-sol d'église, là, des exposants et tout ça, puis j'étais là, waouh, mais c'est bien ça, je peux t'écouter, ouais. Puis j'étais là, ah, c'est rien pour écrire. Donc, quand j'écris, puis que j'écoute quelque chose, c'est ça. Faut pas que j'écrive qu'il y a des paroles, puis je vais me mettre à me concentrer sur le refrain, puis ah ouais, ouais, ça me rappelle tel truc, mais, mais je suis là pour écrire. Donc, je dirais que c'est pas mal ça. Pendant que j'écris, je peux m'inspirer d'une chanson pour écrire, mais je l'écouterai pas nécessairement en écrivant. C'est la grosse différence. Sinon, en termes de méthode de travail pour les réécritures, les premiers jets, tout ça, est-ce qu'il y a une méthode précise ou ça va dépendre du projet? Ça va dépendre du projet, mais non, en fait, pas du projet. Ça va dépendre du directeur littéraire ou de la directrice littéraire. Parce que certaines personnes ont des méthodes de faire retravailler un texte, ont leur propre façon de se plonger dans le texte puis de dire à l'auteur, bon, ça pousserait le texte plus loin. Ah, tel truc, non, non, regarde ça fonctionne pas. Bon. Mais tout le monde a une méthode différente. Il suffit juste en tant qu'auteur de trouver les personnes avec qui tu aimes le mieux retravailler ces textes-là. Je crois que ce serait plus ça. Ouais, au niveau de, justement, de l'espèce de pont qui s'établit entre l'auteur et le ou la directrice littéraire, la façon de retravailler, plus que de dire d'un projet à l'autre. Ça serait à peu près ça ma réponse. En terminant, question très très importante qui risque de changer le sort de l'humanité, rien de moins. Qu'est-ce qui te fait peur? Ça fait longtemps que je me suis pas testé là-dessus, mais je sais pas si on arrête d'avoir une phobie, mais avant, disons, j'étais arachnophobe. Mais bon, je m'avance pas, genre, ah tiens, une araignée par terre, je vais aller la flatter. Mais non, de toute façon, qui fait ça? Mais j'aimerais pas, disons, me réveiller et il y aurait une tarentule sur moi. Je sais bien que c'est pas dangereux, ok? Ça peut pas te mordre ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est que c'est poilu, ça a 8 pattes, ça a plein d'yeux, en fait 8 en théorie. Mais je me suis jamais approché assez
près d'une tarentule, disons, pour voir ça. Mais tu sais, une petite araignée, ouais, je sursauterais pas. Oh Dieu, je peux plus dormir avec une araignée. Non, non, c'est pas ça. Mais j'avais fait dans le temps un cauchemar quand j'étais au primaire. En fait, je vous mets là, début secondaire, tu sais. Et c'était, je me réveillais dans mon rêve et j'étais dans une toile d'araignée. Donc, bon, devenez que c'est une toile géante, là, vu que c'est un rêve. Et j'entendais l'araignée approcher. Je la voyais jamais dans mon rêve. Et c'est ça qui était le plus effrayant. Puis je me réveillais, puis j'étais comme en soir, puis j'étais comme, oh non, je veux jamais, jamais que ça m'arrive. Donc, c'est une espèce de peur, ben, comme toutes les peurs irrationnelles, de me réveiller d'une toile d'araignée. Tu sais, plus que de voir une petite araignée par terre. Tu sais, je vous disais tout à l'heure, me réveiller, puis qu'il y aurait une tarentule sur moi. Oui, mais je pense pas que ça m'arrive. J'en ai pas ici, puis personne dans les locataires en a. Donc, je pense pas que ça m'arrive dans ma vie, mais disons que je chierais dans mes culottes, comme on dit. Donc, on peut attendre d'ici 2021 une version des rats, mais avec des araignées écrites par Jonathan Reynolds. Ah, ben oui, je te vole l'idée, tu sais.